Près de 60% des Français ont déjà utilisé un outil de Generative AI. On est passé de 48% en juin à 60% maintenant, en 4 mois. 43% utilisent ChatGPT. Je fais partie des optimistes. Sur le sujet de l'IA, il y a les pessimistes, il y a les optimistes. La force de l'humain, c'est le collectif. Et face à l'IA, en fait, il y a l'intelligence artificielle d'un côté, mais il y a l'intelligence collective de l'autre, et c'est notre force. L'IA n'est pas créative. La vraie créativité, c'est l'originalité, quelque chose qui n'a pas été fait avant. Créatif et en collectif et challenger en fait. Je pense que la force de l'humain, c'est surtout les Français, on aime bien challenger. Et si on a ces 3 choses-là, je pense que la réflexion humaine restera toujours clé. À tous les directeurs marketing ou même CEO que je vois aujourd'hui, je dis, s'il y a une chose à travailler aujourd'hui, c'est votre marque. Parce que ce qui fera la différence, c'est la marque. Si on n'a pas une marque forte, ça va être très compliqué d'émerger. Et ça va être la clé. Et l'autre chose qui va être clé, ça va être l'expérience. Les femmes croient moins en leurs rêves que les hommes. Oui, je confirme. En agence, j'avais beaucoup de jeunes autour de moi, beaucoup de jeunes femmes qui avaient plein de rêves et qui se donnaient les moyens de les atteindre. Et je m'aperçois qu'elles y croient moins que les plus âgées. Malheureusement, je pense que les jeunes croient moins en tout. Et donc en eux. Et donc en eux, malheureusement. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. Le chiffre vient de tomber d'après une étude menée chez Feuille Blanche. 100% de l'équipe est ravie de recevoir aujourd'hui Cécile Lejeune. Cécile, bonjour. Bonjour. Passé chez Publicis, Havas, CLM, BDO, tu as dirigé Young et Rubicam et tu es désormais la CEO de Kantar France. Je suis ravi de t'avoir avec nous dans 40 nuances de Next. Est-ce qu'à l'image de tous les entrepreneurs qui passent à ce micro, tu jures sur le cœur de dire la vérité, toute la vérité? Oui, je le jure. Eh ben on envoie. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Depuis des années, aujourd'hui encore, tu côtoies, tu accompagnes les plus grandes marques françaises. J'espère qu'en ce moment, dans ce moment qu'on va passer ensemble, tu vas pouvoir nous livrer leurs doutes, leurs questionnements, peut-être leurs réticences sur certains sujets et comprendre leurs questionnements profonds du moment. J'espère aussi qu'à l'image de tous les entrepreneurs aussi, toi, tu vas nous partager tes doutes, peut-être des renoncements, en tout cas ce qui t'empêche peut-être parfois de dormir la nuit. Ensemble, on va aussi parler des rêves, celui des femmes, ceux qui ne se réalisent pas et peut-être à travers elles, comprendre tes rêves à toi, ceux auxquels tu n'as pas renoncé ou qu'au contraire tu as mis de côté. On s'appelle 40 nuances de Next. Donc dans le Next, alors il y a beaucoup de nuances. Je pense que tu es à l'aise avec ça. Il y a aussi la notion d'avenir. Et aujourd'hui, les marques sont relativement chamboulées ou en tout cas se questionnent sur l'avenir avec les technologies, l'IA, les LLM. Je serais curieux aussi de t'entendre sur les algorithmes qui aujourd'hui nous polarisent sur beaucoup de sujets. Et j'imagine ça a une incidence en tout cas sur les marques qui veulent s'adresser à priori à un maximum de consommateurs. Donc en un mot, et ce sera ma première question, qu'est-ce qui questionne les marques aujourd'hui en France ? Alors c'est une vaste question, je ne suis pas sûre que j'ai toutes les réponses. Mais je dois te libérer dans 1 heure. Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, pour les directeurs marketing avec lesquels je parle, la première question aujourd'hui, c'est clairement l'intégration de l'intelligence artificielle et comment ils doivent l'intégrer, comment ils doivent l'utiliser pour que ce soit plus efficace et comment ils doivent s'organiser pour aussi l'utiliser correctement. Donc c'est évidemment la première question qui se pose. Tu l'as fait presque comme une prophétie. Cécile, tu as dit dans 2 ans, tout le monde achètera, consommera sur ChatGPT. Oui, et ça se trouve, ça sera même avant 2 ans, ça se trouve. Oui, et évidemment, ça, c'est une des grandes questions du moment. C'est-à-dire que toutes les marques se demandent, mais au fait, comment ChatGPT parle de moi ? Est-ce qu'il me met en avant quand on pose une question ? Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il va dire quelque chose ? Est-ce qu'il me met en avant ? Est-ce qu'il met en avant mes produits ? Comment il les présente ?
parce qu'en plus, c'est un agent conversationnel, donc c'est des conversations, c'est pas juste une réponse. Et donc, quelles seraient les questions qui sont posées qui pourraient amener à... Exactement, donc ça, c'est le grand sujet du moment, et c'est d'ailleurs pour ça que chez Kantar, on a lancé on a appelé ça Generative AI Brand Tracker, donc effectivement un tracker qui aide les marques à savoir comment ChatGPT, Gemini et autres les voient, les perçoit, les met en avant, suivant évidemment le type de question ou de prompt, on appelle ça comme on veut, mais je crois qu'on a tous compris qu'un prompt c'était juste une question. Donc oui, ça c'est un peu le sujet clairement du moment, qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, parce que c'est... Déjà ça bouge vite. Voilà, ces LLM évoluent en permanence et effectivement ça bouge beaucoup, ça représente que 10% du search, mais déjà 10% du search. On ne sait pas combien ça... Enfin, est-ce que ça sera 100% du search à horizon 1 an, 2 ans? On n'en a aucune idée. Mais si on se projette et que demain, tout le monde achète directement sur les LLM, c'est eux qui vont détenir la data. Oui. Donc comment moi je vais connaître mes clients pour pouvoir leur reparler demain? Ça va être Ça va être la bataille. Ça va être la bataille. Alors, il est évident que c'est marrant parce que tout le monde se dit ils monétisent pas. Pourquoi ils monétisent pas? Parce qu'ils monétiseront. Parce qu'ils vont monétiser et parce que c'est eux qui auront toute la data. C'est-à-dire que on a tous compris que demain, chacun, on aura un ou des agents. C'est-à-dire qu'on aura son propre agent qui va de façon personnelle quasiment tout gérer pour nous. Et ça sera fait ou via ChatGPT ou via Gemini, mais forcément via un modèle. Et donc, ce modèle connaîtra tout de nos vies. Alors, on aura sans doute des agents différents en pro et en perso, mais en perso... Entre santé, etc., peut-être aussi. C'est même pas certain. Il est fort probable que, en fait, tout soit fait avec un seul agent, qui sera notre agent personnel et qui gérera notre vie de A à Z. Et cet agent sera effectivement tout sur nous. Quand j'entends des gens qui me disent... C'est plausible, mais on se demande si c'est souhaitable. Alors après, c'est souhaitable. Pourquoi? C'est toujours simple. Enfin, les gens sont un peu lazy. Donc, dès qu'on leur donne le moyen en tout cas de simplifier la vie et de passer moins de temps à faire des trucs un peu chiants, comme booker un billet d'avion, évidemment, les gens, ils y vont. Et c'est vrai que je donnais toujours cet exemple. J'ai fait ça il y a 15 jours et je me suis dit, mais oui, évidemment, je voulais me racheter des baskets pour courir. Je voulais me racheter les mêmes baskets que les miennes. Donc, avant, j'aurais pris Google Lens, j'aurais pris une photo. Google m'aurait donné tous les sites où je pouvais trouver. J'aurais dû aller sur chaque site pour voir s'ils avaient ma taille, etc. Là, je vais sur ChatGPT, je prends la photo de mes baskets, je dis, est-ce que tu peux me dire où je peux acheter ces baskets en taille 37, livrées dans les 48 heures? Il m'a fait 2 propositions. J'ai dit au meilleur prix, évidemment, pardon, j'ai oublié. Il m'a fait 2 propositions. Et il m'a dit, là, tu peux les avoir moins chères, mais tu les as en 72 heures. Là, tu peux les avoir un poil plus cher, mais en 48 heures. J'ai choisi, j'ai acheté. Et encore là, je ne suis pas passée par l'agent de ChatGPT pour acheter. Demain, ils l'ont lancé il y a 15 jours. Demain, ça sera directement de ChatGPT. Là, j'ai juste cliqué sur les 2 liens qu'il m'a donnés, j'ai choisi. Et j'ai cliqué dessus, j'ai acheté. Demain, ça passera directement par ChatGPT. Mais rien que ça, le temps que j'ai gagné... Et là, je me suis dit, mais oui, je vais arrêter... Évidemment, de passer 3 heures... De faire tous les sites pour savoir s'ils vont livrer dans 48 heures, pour savoir s'il y a ma taille, pour savoir... Enfin, voilà, c'est évidemment, on va tous gagner beaucoup de temps. Donc, cet agent qui aura toutes nos données, il nous sera tellement utile. Quand c'est utile, en fait, j'ai pas de problème à donner mes données. C'est ça le sujet. Ouais. Oui, donc demain, c'est eux qui vont monétiser tout ce savoir. Mais donc moins de place potentiellement à la découverte et à la surprise. On ira chercher ce qui a priori est fait pour toi. Alors, c'est une bonne question. Et donc, la question peut-être pour des jeunes marques, pardon, je reste dans nos sujets, mais pour des jeunes marques de popper, d'émerger. Alors oui, ça c'est la vraie question et c'est ce que je dis à tous les directeurs marketing ou même CEO que je vois aujourd'hui. Je dis, s'il y a une chose à travailler aujourd'hui, c'est votre marque. Ouais, parce que ce qui fera la différence, c'est la marque. On le voit déjà d'ailleurs avec notre tracker. On voit qu'en fait, les LLM mettent en avant les marques connues.
et les marques dans lesquelles les gens ont confiance. Donc, si on n'a pas une marque forte, ça va être très compliqué d'émerger. Mais l'autre jour, on était à un même dîner où j'entendais des directeurs marketing. Il y a eu un verbatim, moi, qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est on va bosser la marque, la notoriété, le contenu. Ben oui. Et ça va être la clé parce que, à nouveau, comme effectivement, on ne passera plus par tous ces systèmes qui permettent de mettre en avant des produits, des prix, etc. Du coup, il va falloir évidemment d'abord travailler la marque et ensuite avoir les bons prix que les LLM peuvent aller chercher simplement, ou les bonnes promos, ou les bons... Mais oui, la marque va être clé. Et l'autre chose qui va être clé, ça va être l'expérience. Parce que c'est pareil, c'est-à-dire que il est fort probable qu'à horizon 2-3 ans, on passe même plus sur les sites e-commerce. D'accord ? Donc le seul lien que tu auras avec la marque, c'est potentiellement le colis que tu reçois. Voilà. Ou si tu vas te déplacer en magasin chercher ton colis. Donc, l'expérience de marque, en fait, va être clé. Et donc, il faut que les marques repensent la façon dont ils font vivre une expérience. Le colis que je vais recevoir, quel message j'ai dedans, quel est le... Est-ce qu'il y a du sensoriel ? Est-ce qu'il y a du sensoriel ? Et ça, tout ça, il va falloir le repenser. Mais ça va être un nouveau monde. C'est un Eldorado, c'est fabuleux comme terrain d'exploration. C'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. Et après, la bonne question que tu m'as posée, et je n'ai pas toutes les réponses, une nouvelle marque, comment elle fait pour émerger demain dans cet univers ? C'est une très bonne question. Je n'ai pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Tu reviendras pour les partager. Tu disais, on est lazy et on l'est tous en réalité. Mais si on en est moins amené à se poser de questions, est-ce qu'on y répondra demain quand on a un Kantar qui nous appelle, ou est-ce que demain, typiquement, Kantar va parler aux agents de tout le monde, qui ont en fait à peu près toutes les données, et ça se fera presque aussi directement que ça, sans passer par le consommateur? Non, alors, on aura toujours besoin de savoir ce que pense le consommateur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui pose les questions au LLM, quand même. Hein. Donc, ça reste des vrais humains. Ça reste des vrais humains, heureusement, d'ailleurs. En revanche, c'est vrai que nous, déjà, chez Kantar, on a plein de solutions d'IA qui ne font pas appel aux consommateurs, mais qui ont été entraînées par toutes les données qu'on a. Donc, l'avenir du métier des études, demain, ça serait un mélange entre de l'IA, qui effectivement fait plus ou de la prédiction ou de la donnée synthétique. Je t'interromps parce qu'on a un message. Ah. Vous avez un message. Étude avec Kantar à l'occasion de la Winter Edition. Alors les équipes de Feuille Blanche m'ont challengé sur une question mystère, et voici ma question mystère. Alors avec Kantar, vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle, d'usage des LLM au sein des foyers français, mais moi j'avais une question à vous poser. C'est globalement, quelle est votre vision et prospective de la place de l'humain dans le cadre de toutes ces transformations technologiques qui s'accélèrent et qui s'opèrent en ce moment ? T'allais y aller. C'était maintenant ou jamais pour la question. Elle vient à point, celle-là. Non, en l'occurrence, alors, je fais partie des optimistes. Sur les sujets de l'IA, il y a les pessimistes, il y a les optimistes. Moi, je fais partie des optimistes. D'abord, je crois en la nature humaine et au fait qu'elle trouve toujours le moyen de contrôler ce qu'elle fait au final, même si parfois un peu tard. Je pense que l'humain continuera à être clé sur 3 dimensions. D'abord, je crois fondamentalement au collective thinking, et la force de l'humain, c'est le collectif. Et face à l'IA, en fait, il y a l'intelligence artificielle d'un côté, mais il y a l'intelligence collective de l'autre, et c'est notre force. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que toutes les entreprises peuvent vraiment renforcer. Je sais que chez Kantar, par exemple, qui était plutôt individuel dans sa façon de travailler, donc chacun dans son silo. Mais c'est normal parce que chacun faisait ses études dans son coin. J'essaye de pousser de plus en plus le collective thinking, les brainstorming, parce que en fait notre force... C'est quoi sur la nature d'une question, sur... Oui, ou même sur la réponse qu'on peut apporter à un client, où d'habitude chacun réfléchissait dans son coin pour apporter cette réponse. Et je pense que en fait... ou même aujourd'hui, on a des IA qui nous aident à apporter ces réponses. Et donc, l'IA va proposer une réponse. Mais la meilleure façon de challenger la réponse de l'IA, c'est le collective thinking. Donc, c'est de se mettre ensemble et de réfléchir à comment on pourrait faire différemment. Donc, le collective thinking, il est clé. Deuxièmement, la créativité. En fait,
l'IA n'est pas créative. La vraie créativité, c'est-à-dire la vraie créativité, c'est l'originalité, quelque chose qui n'a pas l'inattendu, quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et l'IA, aujourd'hui en tout cas, ne fait que trouver ce qui a déjà été fait et quelle est la suite logique. Exactement. Ouais. Donc ça, je pense, par contre, il ne faut pas être lazy. Il faut effectivement continuer à se forcer, à réfléchir. En fait, tu prends du temps pour être lazy, pour en gagner, et le reste du temps, qui normalement est un peu plus long, tu vas pouvoir être créatif et en collectif. Et je pense que et challenger, en fait. Je pense que la force de l'humain, c'est surtout les Français. On aime bien challenger. Et ça, il faut qu'on continue à avoir cet esprit de challenger. Et si on a ces 3 choses-là, je pense que l'humain, d'abord, évidemment, l'humain aura toujours sa place, mais la réflexion humaine restera toujours clé. Je reviens sur ma question de départ, parce qu'on pourrait presque tirer le fil pendant 1 heure juste là-dessus, mais qu'est-ce qui traverse l'esprit des marketeurs, des communicants aujourd'hui et qui les questionne profondément, qui n'était peut-être pas le cas au-delà des LLM, au-delà de l'IA, peut-être pas le cas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans ou 10 ans? L'autre chose, mais qui est récente et qui est depuis le Covid, c'est les crises permanentes. Ce qui est vrai, c'est que les équipes marketing ont appris à naviguer dans le chaos depuis maintenant 5 ans, depuis la crise du Covid. Et ont compris qu'en fait, c'était un chaos permanent. C'était plus juste une crise après l'autre, en fait. Et du coup, je pense que toutes les équipes marketing se sont habituées à être très agiles, ce qui est plutôt bien. Et se posent toujours des questions de comment elles peuvent naviguer encore mieux dans le chaos, sachant que le chaos devient de plus en plus chaotique. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaye... la façon dont on les accompagne chez Kantar, et même moi personnellement, c'est que, en fait, dans le chaos, la meilleure des réponses, c'est d'avoir une boussole et une vision. Et quand on est au marketing, sa vision et son boussole, c'est sa marque. Et donc, on y revient. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que la meilleure façon de naviguer dans le chaos, c'est quoi ma marque, c'est quoi l'ADN de ma marque, vers où je veux l'emmener. Et si j'ai ça toujours en tête, en fait, je peux être agile pour toujours aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que je peux changer des choses, mais avec toujours la même ligne directrice. Tu peux changer des dispositifs, tu peux changer des manières de faire, mais j'ai toujours la même... tu ne changes pas la personne que tu es. Exactement. Tu parles de chaos, ça m'amène à ma question d'introduction, mais ces bulles cognitives, ces algorithmes qui globalement font qu'on s'extrémise tout sur n'importe quel sujet, même parfois quand on n'a pas la bonne information. Et je ne sais pas à quel point aujourd'hui les marques arrivent à naviguer, et s'il y a une manière de naviguer. Alors, à nouveau, je pense que d'abord, il n'y a pas une manière, il y a des manières, et en plus, c'est très différent secteur par secteur, et c'est sans doute même très différent marque par marque. Je pense que celles qui arrivent plutôt à bien naviguer, à nouveau, c'est celles qui savent où elles veulent emmener leur marque, et du coup arrivent à garder le cap, et à le défendre en interne. Ce qui est quand même assez clé aussi. Non, mais c'est vrai que ça paraît facile à dire, mais ce n'est pas facile pour les marques et les marketeurs de défendre ce cap en interne, de défendre les investissements. Tu sais, il y a beaucoup de débats entre entrepreneurs sur leur marque, leur start-up, mais de savoir si beaucoup disaient il faut être clivant. Alors, il ne faut pas forcément être clivant, il faut être... Affirmé et en tout cas avoir une proposition qui est clairement différenciante pour le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, quel qu'il soit, va choisir une marque parce qu'elle a une proposition qui est unique. Si cette marque me propose est unique, je vais choisir cette marque. Donc, ça peut être clivant parfois. Elle est unique parce qu'elle propose ou parce qu'elle est ? Les deux, mon capitaine. C'est toujours les deux, en fait. On est unique dans la proposition, et cette proposition, on doit l'incarner. Un peu de soi. Voilà, exactement. Donc, c'est toujours les deux. Et donc, clivant, pour certaines marques, ça va être clivant. Si je prends Itch, par exemple, Itch est clivant, mais c'est son ADN d'être clivant. Mais on peut avoir une proposition différente et unique sans être clivant. Par contre, faut garder le cap. J'ai entendu ton téléphone vibrer. J'espère
que je te lance pas à tort, mais normalement, là, tu reçois en exclusivité quelques éléments sur l'étude que vous sortez sur l'utilisation de l'IA dans les foyers français. C'est une étude Kantar pour les Big Boss. Ouais. C'est bien ça? Oui, C'est tout bien, à fait. c'est Alors, j'ai 2 chiffres. Hein. J'ai les 2 Et premiers. tu les découvres. Et je les découvre en live. Donc, effectivement... Les Français n'utilisent pas l'IA. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Alors, effectivement, et c'est plutôt près de 60% des Français ont déjà utilisé un outil de générative AI. 60%, c'est beaucoup, hein, parce que là, on est toute génération confondue. Pas compte, moi, j'aurais dit beaucoup plus. Mais non, toute génération confondue. Hein. On interroge les Français de 10... Tu prends les grands-parents. De 18 à 68 ans, je crois. Donc, je ne suis pas sûre que les grands-parents ont tous utilisé ChatGPT. Et sachant que, en termes de proportion, ils sont assez nombreux. Hein. Ouais. Donc, 60%, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, on était à 48% au mois de juin. Tu vois, donc on est passé de 48% en juin à 60% maintenant, en 4 mois. C'est beaucoup. Et l'autre chiffre que j'ai, c'est 43% utilisent ChatGPT. Donc, ChatGPT est très, très fort en France. Et c'est pareil, c'est 9 points de plus qu'au mois de juin. Et tu as le détail sur les autres LLM qui peuvent utiliser? Typiquement, je pense à Mistral AI, qui est la boîte française. Je ne l'ai pas, mais ça doit être malheureusement beaucoup plus bas. Je sais que ChatGPT est loin devant. Donc, tu as le lion et le chat. Oui, c'est ça. Exactement. Tu as le lion et le chat. Malheureusement, hein, j'aurais aimé que les chiffres de Mistral soient bien plus hauts. Mais malheureusement, le chat ne semble pas être encore... Après, c'est aussi aux médias de le pousser, le chat, je pense. Il faut pousser le chat de Mistral. Est-ce que... alors là, tu n'as pas toute l'étude encore, mais sur les questions, est-ce que vous êtes allé tirer? Parce que là, on a l'utilisation, mais on a le chiffre du pourcentage d'utilisation, l'outil sur lequel ils vont. Mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher d'autre pour comprendre un peu plus finement encore ce qu'il y a derrière cette utilisation? Alors, et je sais que vous l'avez fait. Alors oui, on a essayé d'aller chercher d'abord pourquoi ils l'utilisent, c'est-à-dire pourquoi faire. Donc on va avoir des réponses sur ils utilisent ces pour acheter des chaussures en 37. Voilà, ou pour donc pourquoi ils vont l'utiliser. Alors on sait que sur les plus jeunes, ils l'utilisent pour faire leurs devoirs, ça on a bien compris par exemple. Mais effectivement, on va essayer de comprendre pourquoi ils l'utilisent. On va essayer de comprendre aussi comment ils l'utilisent. Et est-ce qu'ils ont confiance? Ça, c'est une question qui est venue d'une discussion avec des marques à un dîner organisé par les Big Boss, où effectivement, une des marques disait « mais ça serait bien de savoir s'il y a le niveau de confiance, par exemple, est plus haut pour certains modèles que pour d'autres ou pas, ou même plus haut sur certains usages. C'est-à-dire, est-ce que j'ai confiance quand j'achète ou est-ce que j'ai confiance quand je pose une question sur de l'information ?» Donc, effectivement, on va essayer de comprendre un peu plus tout ça. Oui, parce que la question, c'est est-ce qu'on a plus confiance dans le ChatGPT qu'à ses propres recherches Google, par exemple, voilà, ami. Exactement. Non, mais c'est une bonne question. Et c'est vrai que comme au départ, les modèles, ils hallucinaient beaucoup. Ouais. Encore un peu. Et encore un peu. Ouais. Beaucoup moins, mais encore un peu. Le ChatGPT 5 hallucine quand même beaucoup moins que le tout premier. Parce qu'il sync. Non, c'est surtout parce qu'il a été nourri avec beaucoup plus de données et plus fréquemment. Maintenant, oui, je pense de toute façon qu'il faut toujours rester vigilant et toujours vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas le chiffre et je suis pas un homme de chiffres comme tu peux être une femme de chiffres, mais je sais plus à combien de pourcents de contenus sur Internet sont aujourd'hui générés par IA, que les projections sont encore plus nombreuses. Et si à un moment, c'est de l'IA qui va s'alimenter dans de l'IA, il va falloir faire en sorte que les vraies études ressortent dans les GPT. Oui, alors c'est marrant parce que c'est vraiment une problématique qu'on a aujourd'hui chez Kantar, puisque on nourrit on a créé et nourri nos IA avec vos data. Nos data qui sont des vraies études faites avec des panels humains. Et aujourd'hui, on s'interdit de nourrir nos IA par de l'IA. Parce qu'effectivement, on estime que sinon... À un moment, il y a un biais. Voilà.
Mais la bonne question, c'est demain, quand finalement nos clients nous achèteront plus que des études IA, comment on fera pour nourrir nos IA? Et je pense que ça... C'est quoi une étude IA? En fait, c'est pas une étude sur l'IA, ce que tu dis. Non, je donne un exemple. On a par exemple une solution qui fait du test prédictif créatif. D'accord? Donc, on lui donne une campagne et en 10 minutes, elle va prédire les résultats de test de cette campagne. D'accord? Elle le fait parce qu'elle a appris sur les 300 000 campagnes qu'on a testées auprès de consommateurs sur ce qui marche pas, etc. Et c'est plutôt assez... C'est bluffant. C'est assez bluffant, oui. Et on est à un peu plus de 90% similaires avec des tests de panel humain. Et puis ensuite, qui sont mis dans... OK. Donc, c'est vraiment bluffant, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, nous, on conseille plus de l'utiliser pour tester du volume, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de tester du volume, ça permet de faire des méta-analyses. Mais c'est de l'A/B testing en avance de phase. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, on ne nourrit notre IA qu'avec des tests, des tests créatifs faits auprès de consommateurs. Ouais. Mais tu as raison que sur la durée... Mais à un moment, on va peut-être se retrouver. Les gens vont peut-être changer dans leur goût, dans leur perception. Voilà. Donc, ça va être une vraie question. Donc, c'est une question pour nous chez Kantar. Ça sera une question pour les donc ça, LLM. C'est un des trucs qui t'empêchent de dormir en ce moment. Entre autres. Exagéré. Pas que, mais... Quoi d'autre En fait, je pense un peu comme beaucoup. Évidemment, on transforme beaucoup la façon dont on travaille en ce moment avec l'IA au sein de Kantar. Et c'est vrai que moi, dès le début, mon parti pris, mon rôle, c'est d'emmener tout le monde et de faire que tout le monde ait accès à l'IA, que tout le monde comprenne l'IA et qu'on embarque tout le monde pour à la fois apprendre à travailler avec, mais aussi le vendre aux clients. Et pour ça, il vaut mieux l'utiliser pour le comprendre. Voilà, aussi. Et c'est vrai que ces transformations, parce qu'on transforme aussi finalement la façon dont on travaille. C'est-à-dire, si je prends un exemple, avant, on vendait une étude. Maintenant, si je vends la solution dont j'ai parlé, qui s'appelle Link AI, je vends une solution d'IA. Je ne vends pas une étude. C'est pas pareil, c'est pas le même métier. Ouais. Et là, je parle de la vente. Donc, derrière, ce que je vais faire est différent. Et tout ça, c'est des transformations très profondes. Et donc, tu as une proposition de valeur parfois qui peut être plus rapide, mais du coup, qui est peut-être jugée plus low cost. Alors, donc, comment tu remets de la valeur? Voilà, exactement. Ouais. C'est exactement. Alors, comment je remets de la valeur? Si je reprends l'exemple dont je viens de parler, je remets de la valeur avec de l'analyse. C'est-à-dire, je dis, en fait, il faut faire des méta-analyses. Et donc là, évidemment, les experts Kantar qui sont très bons là-dessus vont apporter leurs expertises pour faire de la méta-analyse. Mais ce n'est pas le même métier que de faire une étude. Donc, on change nos façons de travailler, on change notre organisation, on change. Et ça, c'est vrai que y a beaucoup de nuits où je réfléchis en me disant, est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on a mis la bonne organisation? Est-ce qu'il ne faudrait pas tester autrement? C'est vrai que... alors moi, je suis plutôt habituée, parce que c'était mon univers, de faire du test and learn. C'est vrai que l'univers de la communication, on était très dans le test and learn. Donc ça va, je fais partie des gens où je suis habituée à essayer, ça marche pas, on change. Maintenant, c'est vrai que quand on gère un gros bateau, faut pas changer trop souvent non plus. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est pas évident. Vraiment, je pense que pour tous les dirigeants aujourd'hui, réussir à mettre en place et accompagner bien cette transformation qui va toucher toutes les entreprises et tous les univers, et pas évidente, vraiment. Tu as l'idée qu'il ne faut pas changer continuellement de cap, mais ça m'amène à la question du changement de capitaine, qui est toujours un moment important dans un bateau. Toi, tu as pris tes fonctions il y a 1 an, 1 mois, 1 heure, 1 minute. Voilà, c'est bon. Dans 3, 2, maintenant. Ce moment, il est assez clé, et pour le dirigeant, la dirigeante qui le vit, évidemment pour les équipes. Et il y a toujours cette question, un peu comme un entrepreneur qui reprend une boîte, c'est qu'est-ce que je garde de l'existant, comment je casse pas le joujou, comment je casse pas la marque, comment je casse pas ce qui en a fait la valeur, et en même temps, comment je donne une impulsion avec ma vision d'entrepreneur, de dirigeante qui est la mienne. Et je suis curieux de savoir comment tu as déjà appréhendé ce moment-là, et
peut-être, si tu l'as fait et si tu t'en rappelles, quels ont été tes premiers mots, le grand discours? Oui, je m'en souviens. En fait, en plus, pour moi, c'était un changement de secteur. Hein. J'ai changé de secteur en plus. Donc c'est vrai que, du coup, d'abord, avant d'avoir accepté de prendre le job, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai posé beaucoup de questions, évidemment, aux gens de Kantar. Donc, c'est vrai que, oui, je me souviens de mon premier speech où je leur ai dit pourquoi je venais, en fait. Et la façon... pourquoi j'avais décidé de rejoindre Kantar et d'aider Kantar à diriger la France et à faire grandir la France. Et le pourquoi était une façon aussi de dessiner la vision de demain. Et dans le pourquoi, j'ai dit, en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles je suis venue. La première, c'est les marques, parce que je suis une passionnée des marques. Et en fait, toute ma vie, j'ai essayé d'accompagner les marques et de faire grandir les marques, et j'avais pas de data. Et quand on a de la data pour le faire, c'est tellement mieux. Il y avait que l'intuition, donc c'est cool quand ça tombe juste, voilà. Mais tu as moins de données pour prendre les bonnes Exactement. décisions. Et en fait, j'ai essayé de leur dire, vous vous rendez pas compte que ce que vous avez entre les mains, c'est d'une puissance incroyable. Et ça, il faut effectivement que vous en tiriez une vraie fierté. Et de la valeur. Et de la valeur, exactement. Et d'ailleurs, le deuxième point, c'est que je suis venue aussi pour les gens, pour l'expertise des gens de Kantar. C'est-à-dire, je sais et je savais avant que Kantar est reconnu comme une entreprise où les gens ont confiance dans les chiffres de Kantar, ont confiance dans l'expertise des gens de Kantar. Et ça, pour moi, c'était clé. Et donc, il ne faut pas le perdre, évidemment. Et la troisième raison pour laquelle j'étais venue, c'est l'IA et la transformation d'IA. Donc, quelque part, dans mon discours d'entrée, je savais ce que je voulais garder et ce qu'il fallait intégrer, ce vers quoi il faut aller, toujours. Donc, je suis très consciente que cette expertise de marque, il faut la garder, que ces gens et cette expertise, et il faut même la valoriser. Ça, Cécile, c'est la vision que tu as, c'est tes convictions aussi. Dans les moments un peu clés comme ça, il y a, je crois, toujours un peu de doute. Et bon, les entrepreneurs qui nous écoutent, je pense, le savent parce qu'ils le vivent. Et peut-être tu peux nous partager les doutes peut-être aussi qui peuvent te traverser à un moment comme ça. Et quand je dis ça, c'est pas remettre en cause ce que tu vas y faire, mais on a tous des doutes quand on prend des grands changements comme ça de vie. Oui, alors évidemment, et d'ailleurs j'en ai toujours. Je pense que, en fait, même, je pense c'est que presque sain. C'est sain de douter, et c'est même important de douter, parce que si on doute jamais, on se remet jamais en question. Oui, moi j'avais des doutes. J'avais d'abord un doute. Le premier doute que j'avais, c'est est-ce que ma connaissance du marketing et des marques allait être suffisante pour comprendre leur métier, parce que je ne connaissais pas le métier des études. Donc mon premier doute à moi personnel, c'est est-ce que je vais réussir à comprendre ce métier fondamentalement et à les accompagner du coup. Donc la bonne nouvelle, c'est que oui, j'ai réussi. Ça m'a pris du temps. C'est pas facile en fait, hein. C'est un vrai métier. Et c'est pas si évident à appréhender. Ça paraît simple de faire un questionnaire, c'est pas simple en fait. Hein. En tout cas, pour qu'il soit bien fait. Voilà, exactement. Non, mais donc ça, c'était mon premier doute. La maïotique, c'est un sujet. Ouais. Et puis, mon deuxième doute, c'était la culture. En fait, c'est pas la même culture. Donc, je viens de la communication, qui est une culture qui est très ouverte, qui est très collective, qui est très fun, parfois un peu trop même, mais même si c'est jamais trop fun en fait, la vie. C'est la phase émergée de l'iceberg. Voilà. Et puis c'est pas toujours très fun. Mais j'arrive dans une culture de data, de chiffres, donc qui a l'air plus de structuré, sérieux, plus normé, très structuré, très processé, alors qu'en agence rien n'est processé. Donc c'est vraiment vrai qu'en agence c'est pas très processé. Donc c'est vrai que je me suis est-ce que je vais réussir à apporter quelque chose à cette culture ? Je ne veux pas la transformer parce qu'il faut la conserver. Est-ce que moi, je vais m'y adapter ? Et c'est vrai que je donne un exemple, c'est assez drôle. Le premier Noël que j'ai organisé, donc l'année dernière, on l'a fait dans un lieu un peu très moderne. C'était une brasserie, donc pas très corporate, on va dire. Et j'ai fait venir des drag queens.
Moi, ça me semblait totalement normal comme Noël. Bon, je crois qu'il y a des gens qui ont quand même trouvé que c'était un peu trop... Trop différent un de peu ce trop qu'ils avaient différent de ce l'habitude qu'ils avaient l'habitude de voir, pas assez corporate, on va dire. Ouais. Bon, et donc, ça, c'est à moi de m'adapter à cette culture. C'est pas à eux de s'adapter à moi, en l'occurrence. Donc, voilà. Généralement, les rencontres, c'est un chemin de part et d'autre. Voilà, exactement. Donc, c'est ce que j'essaye de trouver où est le bon curseur, où est le bon curseur, où est le bon chemin. Et c'est pas toujours évident. Donc, oui, on a des doutes tout le temps. Évidemment. Tu parlais de ton premier doute sur la capacité de comprendre ce métier et si on se met à ta place, dans tes yeux, pendant combien de semaines, mois, enfin, qu'est-ce que tu fais là pour ingurgiter un maximum d'informations sur la manière dont ça se construit et un peu comme n'importe quel, enfin nous typiquement on le fait avec n'importe quelle personne qui rentre chez Feuille Blanche, c'est quoi ton rapport d'étonnement au bout d'un mois, et t'as toujours des trucs t'as beau les avoir pensés, après coup tu dis mais en fait ça, pourquoi on fait ça? Oui. Non, alors après, j'ai demandé, parce qu'en plus, il faut savoir que chez Kantar, il y a beaucoup de types d'études. Hein. Je crois qu'on a plus de 50 solutions, donc façon de faire des études. Donc, moi, j'ai découvert en arrivant, donc du coup, j'ai demandé à chaque... C'est du marketing ou c'est vraiment très différent? Alors, tout est dans l'univers du marketing, mais la façon Non, le fait de le marketer comme ça, 50 solutions... Non, c'est vraiment très différent. Ouais. Une étude sur l'innovation, c'est très différent. Si je vais prendre un exemple pour que tu comprennes. J'aime bien les exemples. Alors, il y a une étude que j'ai découverte, moi je ne savais même pas que ça existait, ça s'appelle un car clinique. Donc, c'est pour l'automobile. Et bien, la façon dont on fait un car clinique, donc un car clinique, c'est une étude sur des nouveaux modèles. D'accord? Donc, les marques qui lancent des nouveaux modèles, évidemment, les testent. Allez, vu les moyens que ça demande de les mettre sur le marché, c'est mieux de savoir. Voilà. Eh ben, un car clinique, c'est génial la façon dont c'est fait. Par exemple, la voiture, elle est conduite par un panel de gens, mais ils la conduisent sans la voir. C'est-à-dire qu'elle est complètement stickée, elle est sur un circuit qui est hyper confidentiel, enfin bon, tout ça. Et donc, ils la conduisent de différentes façons. On pose des questions très différentes après chaque façon, Donc là, c'est sur la manière dont on conduit, on ressent la voiture. Voilà. C'est même pas une question d'esthétisme. Non, juste la manière dont on conduit et la sensation qu'on a à conduire la voiture. Après, on montre le modèle visuellement, on demande ce qu'ils en pensent. Enfin, donc il y a plein d'étapes. Donc ça, c'est pas du tout la même chose qu'une question. Quand tu me parlais de 50 typologies d'études, je pensais que ça pouvait 50 types d'études valables pour n'importe quel type de boîte. Non, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Exactement. Donc il y a plein de types d'études différentes. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est passionnant. Après, j'ai passé du temps avec chacun pour qu'il m'explique qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, à quoi ça sert pour les clients. Enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec les équipes en interne les 3 premiers mois, évidemment. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup quand on reçoit les dirigeants, c'est de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent. Et un environnement, en tout cas quand on est sur des vrais secteurs, c'est qu'il y a des concurrents. Oui. Et je suis curieux d'avoir ton regard sur la concurrence, sur la place de chacun. Je n'ai pas forcément besoin de comparatifs, c'est pas ça que je vais chercher, mais comment aujourd'hui Kantar se positionne, qu'est-ce qui dans le métier fait qu'on se différencie ou pas? Oui, évidemment. Parce que de loin, très naïvement, il n'y a rien de plus similaire qu'une étude. Oui, versus une autre étude. Bref, je cherche des informations sur mes consommateurs, sur des évolutions. Une fois que j'ai dit ça. Oui, non, c'est très vrai. Et il y a donc la marque. En fait, voilà, la réponse. Mais oui, il y a plein d'instituts d'études en France. Il y en a un qui est très connu et qui est notre plus gros concurrent, évidemment. Après, Kantar est très international, et très fort à l'international. Mais la vraie différence, c'est effectivement notre positionnement autour de la marque. Nous, tout ce qu'on fait comme étude est là pour servir la marque. Je reprends l'exemple du car clinique. Nous, quand on fait un car clinique, on va, dans les questions qu'on va poser, s'assurer que ce modèle-là est bien en lien avec l'ADN de la marque et qui nourrit bien le positionnement et l'ADN de la marque. La plupart des autres instituts ne vont pas forcément penser comme nous. Donc après, ce qui fait la différence, c'est évidemment les gens, enfin les experts, et les experts de Kantar sont tous des experts marques. Donc la différence, elle est vraiment là, en fait.
Dans tous les secteurs, tu as des gros mastodontes. Ouais. Tu évoquais globalement le trio de tête. Il y a aussi des nouveaux entrants, des pure players Ouais. qui arrivent avec des nouvelles approches. Je ne sais pas si tu peux en citer ou en tout cas parler de ces nouveaux positionnements qui arrivent. Et je les ai pas en tête, donc c'est pas un truc avec quelque chose en tête de spécifique, mais il y en a toujours. Et est-ce que la stratégie, c'est de les regarder en se disant peut-être qu'on peut s'en inspirer, voire même peut-être qu'on peut les intégrer? Oui, oui, bien sûr. Alors, je confirme qu'avec l'intelligence artificielle, il y a plein de nouveaux entrants sur le secteur des études, puisque tout le monde aujourd'hui, enfin beaucoup de startups se lancent sur on peut créer une étude en utilisant ChatGPT. Alors, ce qui est vrai est un peu vrai. Donc oui, on regarde. Moi, d'autant plus, puisque en plus j'adore l'univers des startups. Donc effectivement, on regarde de très près. Faut toujours regarder de façon avec beaucoup de curiosité. D'abord parce qu'il y a toujours des gens très forts. Et pour certains, on en fait des partenaires. Pour d'autres, pourquoi pas, on pourra imaginer de les intégrer. Donc oui, on n'est pas du tout aveugle. Il ne faut pas. Parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Et tout le monde le fait aujourd'hui. Il y a un truc très intéressant qui arrive. Je vois le temps filer. Alors, désolé Vas-y. pour les transitions un peu presque bancales. Vas-y. Mais on a une rubrique incontournable dans Ouais. 40 nuances de Next qui s'appelle la claque. Je vais te proposer de nous la partager. Waouh! On vit tous des claques, souvent pas qu'une, professionnelles, parfois personnelles, mais en tout cas qui vont changer radicalement notre manière de voir le monde, en tout cas qui sont riches en apprentissage. J'ai parlé un peu lentement pour te laisser le temps de trouver la claque que tu pourrais nous partager. Alors, évidemment, j'en ai vécu plusieurs professionnellement. Je vais, du coup, je pense parler de la dernière, parce que c'est celle dont on se souvient le mieux. Puis elle m'a fait beaucoup apprendre. Donc, il y a maintenant 2 ans, un peu moins, 1 an et demi. Donc, j'étais à la tête d'une agence dans un grand groupe. Et le groupe a décidé de fusionner 2 agences, la mienne et une autre. Du même groupe. Ensemble. Et donc, il y avait 2 CEO. Et donc, ils nous ont dit, on va en choisir... Un fauteuil pour 2. Voilà, on va en choisir qu'un. Et là, évidemment, d'abord, je me suis battue pour que ce soit moi, pour démontrer que mon agence, elle était plus grosse, plus intéressante, plus tout. Plus toi. Plus moi, plus... alors c'est horrible ce que je vais dire, mais je le pensais. Pourtant, je suis une femme et l'autre était un homme. Je me suis dit quand même, c'est un avantage. Bon, en fait, non. C'était pas du tout un avantage, vraisemblablement. Mais au-delà de ça... Je comprends que c'est pas toi qui as été Donc voilà. choisie. Donc je n'ai pas été choisie. Un jour, juste avant Noël, on m'a dit... ça sera pas toi. C'est quoi, c'est un appel? C'est un one-to-one? C'est un appel où on m'a dit bon là le choix a été fait, ça sera pas toi. D'accord. Tu le racontes vite, mais je le c'est quoi? raconte. Non, pardon, mais j'aime bien me mettre à la place et en Ouais. fait, je pense qu'on peut tous se projeter. À un moment, tu vises quelque chose, tu l'as pas. En plus, la manière dont tu le dis, bon, chacun le juge, pas forcément agréable. De toute façon, c'est jamais De toute façon, c'est jamais agréable. Oui, voilà. Tu raccroches. Il se passe quoi dans la tête? Ou tu ne raccroches pas. Qu'est-ce que tu dis à part très bien? Alors, Tu essaies encore de défendre le truc, la décision étant prise, ça sert plus à rien. Non, j'ai dit d'accord, et donc, quand même, pour voir un peu ce qu'ils avaient en tête. Donc là, ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu peux rester au même salaire. Super. C'est pas une question de salaire. Voilà. Et du coup, j'ai dit d'accord et j'ai raccroché. Après, c'est une vraie claque pour plein de raisons. D'abord, c'est humiliant. Tu dis, est-ce que j'étais pas à la hauteur? Est-ce que j'ai pas prouvé? Oui, Ouais. c'est en fait peut-être que je me trompe aussi sur ma vision de moi-même. C'est-à-dire que donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur soi-même. J'étais aussi super déçue parce que je gérais cette agence depuis 7 ans, que je l'avais vraiment développée, qu'en plus je le faisais avec un partenaire parce qu'on était 2 et qu'on adorait bosser ensemble. Donc c'était aussi une déception de
c'est nul de finir ce parcours comme ça, quoi. Mais en fait, la déception, c'est aussi savoir que ça va s'arrêter parce que ça ne va pas te convenir. Oui, alors ça, j'ai pas mis beaucoup de temps à le comprendre. En fait, ça assez vite quand. Mais le cerveau va plus vite parfois que les. Mais du coup, c'est pour ça que la première déception, au-delà de l'humiliation et en fait, il faut peut-être que je me remette un peu en question. Très vite, la déception, c'était zut, le beau parcours de cette agence qu'on a reconstruite va s'arrêter là. Et ça, évidemment, voilà, c'est triste. C'est vraiment un moment triste. Maintenant, oui, mon cerveau avait tout de suite pris la décision de, en fait, voilà, tu vas pas rester. Donc après, on s'est mis d'accord et je suis très bien partie. Donc je ne leur reproche rien, mais autant c'est vrai. Dire que l'ego, parfois, c'est trop, l'amour-propre, ça ne l'est pas. Voilà. Oui. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai pris la décision du coup de partir, je me suis dit, en fait, il faut partir pour faire autre chose. Ça, c'est vrai que du coup, je me suis vraiment dit, c'est bien d'imaginer autre chose. Et au départ, j'étais... Tu pensais déjà à Kantar ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais ça ne me serait même pas venu à l'idée. En revanche, je voulais monter mon entreprise en utilisant l'IA autour du marketing. Bon, a priori, quelle que soit la voie, tu seras arrivé ici. Ouais, voilà, exactement. Parce que c'est vrai que c'est des métiers durs, les métiers d'agence, hein, vraiment durs. Et je peux le dire aujourd'hui puisque je le suis plus. Et c'est vraiment des métiers très durs. Tu remets tu remets la ceinture chaque année en jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai que avoir pendant 7 ans accompagné une agence pour la faire grandir, pour y mettre, j'ai mis une énergie dedans incroyable. Et franchement, se terminer comme ça m'a assommé. Du coup, je me suis dit, je suis pas sûre d'avoir envie de retourner en agence là tout de suite là. Donc, de toute façon, j'étais partie sur faire autre chose. Donc, je voulais monter ma boîte. J'avais trouvé une idée, j'avais trouvé même des développeurs pour la faire. J'avais aussi trouvé des premiers financements. Mais j'étais toute seule et j'étais pas sûre d'avoir envie d'avoir un projet toute seule au démarrage. L'aventure en solo. Ouais, l'aventure en solo, j'étais pas certaine que, en tout cas, je saurais faire. Et comme il y a du pour et du contre, hein, c'est très personnel. Ça. Et là, personnellement, je me disais, oh là, toute seule. Moi, je l'ai jamais fait toute seule. Hein, j'ai toujours été dans des grands groupes en plus, donc c'est peut-être entre le grand groupe et le toute seule. Autant l'entrepreneur qui a tout grandi, qui se fait racheter, qui finit dans le grand groupe, c'est aussi difficile. L'inverse, j'imagine. Voilà, donc je me posais toutes ces questions. Et là, par hasard, Kantar m'a contactée. J'avoue qu'au départ, j'ai dit, mais attendez, je ne connais pas votre métier. Qu'est-ce que je viens faire là? Et puis finalement, voilà, en discutant, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est génial d'avoir l'opportunité d'apprendre un autre métier. Et puis finalement, c'est vrai que, pareil, la claque, comme finalement Kantar et même le projet entrepreneurial m'a fait me poser les questions de, mais en fait, où est-ce que je suis? C'est quoi mes forces? Et en fait, j'ai toujours pensé avant que j'étais une bonne publicitaire. Et en fait, non, mes forces, c'était pas mon métier. J'ai appris que mes forces et ce que je savais faire ou là où j'étais bonne, c'était pas lié au métier, c'était lié à moi. On parle toujours de soft skills, c'est exactement ça. Mais exactement. Mais en fait, avant, je l'avais pas vraiment intégré et monitoré. Et donc, d'ailleurs, j'ai été super bien accompagnée parce que le groupe que j'ai quitté m'a payé un coaching et j'ai eu la chance de tomber sur une super coach qui m'a énormément aidée à comprendre ça. À comprendre que, en fait, j'avais plein de soft skills qui pouvaient servir d'autres univers, d'autres métiers, et que je pouvais les utiliser ailleurs. C'est important d'avoir un miroir et du temps pour se questionner. Vraiment. La réaction qu'on peut avoir sur des psys. Pareil. Et là, franchement, elle a été super. Rien à dire. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire et je vois qu'il nous reste 13 minutes. Je ne sais pas comment on va faire. Alors, je vais faire très, 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 très vite. Je voulais lire un texte que tu as écrit toi. Le rêve des femmes s'éteint trop tôt. Il y a des chiffres qu'on préférerait ne pas voir. Et pourtant, ils nous regardent droit dans les yeux. Selon notre dernière étude menée auprès des Français, 58% des femmes déclarent avoir déjà mis un rêve de côté par manque de confiance en elles.
Et alors chez les moins de 35 ans, ce chiffre atteint 69%. Autrement dit, plus d'une jeune femme sur 2 s'interdit d'avancer, non par manque d'envie ou de talent, mais par doute. Oui, par doute. Je vais pas poursuivre, mais j'ai adoré le lire. J'imagine que c'est pas du ChatGPT. Non, pas du tout. Voilà. C'est une vraie étude qu'on a faite à l'occasion de la sortie du documentaire de Yael Naïm, Ouais. qui est sur ce sujet. Ouais. Et Qu'est-ce que ça dit, quoi? j'avoue qu'en tant que femme, j'étais un peu terrorisée en voyant les résultats. Déjà, juste sans être une femme, par pur humanisme et humain, on se dit tant de gens qui... Ils ne croient plus en leurs rêves. Ouais. Et surtout quand on a moins de 35 ans. Il y avait une comparaison par rapport aux hommes? Oui, Ouais. alors oui, les femmes croient moins en leurs rêves que les hommes. Oui, je confirme. Je me souviens plus du chiffre sur les hommes, mais il y a une grosse différence. Les hommes croient beaucoup plus en leurs rêves que les femmes. Et ça, c'est... il y a bien une raison à ça, Ben, alors, qui est peut-être sociétale. l'étude ne nous donnait pas la raison parce qu'on n'a pas posé la question. Mais j'imagine que ça t'a questionné, toi. Oui, bien sûr, parce que... Alors, je pense que les femmes sont souvent plus pragmatiques que les hommes. C'est ce qui fait que du coup, elles ne croient pas fort... Enfin, elles ne... On dit que plus on connaît un sujet, plus on doute. Ouais, c'est ça. Non, mais... C'est ça le pragmatisme. Et le pragmatisme, Ouais. il est là. Et du coup, je pense qu'il y a ça dans la culture. Il y a aussi cette culture de... si on n'y arrive pas en tant que femme, c'est moins grave. Ce qui est un peu dommage aussi, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté « Ah, mais si une femme, elle n'y arrive pas, c'est pas grave. » Ouais. Et je pense que c'est dommage. Mais là où moi j'ai été le plus étonnée, c'est sur les moins de 35 ans, parce que en agence, j'avais beaucoup de jeunes autour de moi, beaucoup de jeunes femmes qui avaient plein de rêves et qui se donnaient les moyens de les atteindre. Et je me disais, c'est super cette Gen Z là qui a envie, qui a des rêves, qui se donne les moyens de les atteindre, qui se prennent pas la tête sur est-ce que je fais un l'arbre qui enfant. cache la forêt. Eh ben en fait oui, parce qu'en fait je m'aperçois qu'elles y croient moins que les plus âgés. Et du coup, je me dis... Qui déjà y croient moins ouais, que les hommes. Et là, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, malheureusement, je pense que c'est lié au contexte économique et politique et écologique qui fait que, malheureusement, je pense que les jeunes croient moins en tout. Et donc en eux. Et donc en eux, malheureusement. Voilà. Ça, tu as évoqué la phrase « si une femme réussit moins, c'est pas grave » qu'on a peut-être entendu. J'ai en fait que je crois savoir, en fait je le sais, donc je vais pas faire semblant que tu as peut-être un peu entendu petite. Je fais très court, mais ta maman était une grosse bosseuse. Je crois qu'elle a bossé jusqu'à 72 ans, c'est ça. Hein. Et donc là, si on revient à toi, t'étais pas très bosseuse à l'école. Ouais. Et là, je veux bien que tu fasses la suite. Hein, je l'appelle Ardisson. Ouais, donc oui, effectivement, j'avais un modèle féminin incroyable, puisque ma maman travaillait, elle était directrice export dans le prêt-à-porter, donc elle bossait beaucoup, voyageait beaucoup. Et je me disais, du coup, c'est facile de bosser quand on est une femme, vu qu'elle y arrive. Donc, je bossais pas beaucoup à l'école. J'ai eu mon bac. Tu pensais qu'elle y arrivait parce que c'était une femme. Ouais, voilà. Enfin, et puis surtout que ta maman. C'est ma maman, je suis un peu comme elle, donc je vais y arriver comme elle, ça doit pas être très compliqué. Donc je foutais pas grand-chose à l'école, j'ai eu mon bac ric-rac, j'ai fait une école de commerce assez moyenne au départ. Et puis un jour, je me suis pris quand même quelques murs, entre autres pour trouver des stages, pour faire un premier boulot où là j'ai réalisé qu'en fait c'était vraiment pas facile. Et un jour, je me souviens, mon père m'a dit, mais tu sais ma chérie, c'est pas grave, toi tu trouveras toujours un homme riche, donc c'est pas très grave si t'as pas un boulot demain. Mais et oui. là, je me suis dit, ouh là là, va falloir bouger en fait, va vraiment falloir se secouer, va vraiment falloir et là à ce moment-là, j'avais trouvé un CDI dans une boîte de software au marketing et je me faisais chier. Et là, quand mon père m'a dit ça, je me suis dit, oula, faut se bouger, faut faire un truc que t'aimes, faut faire un truc. Je vais bosser, faire des études. Voilà. Et là, j'ai bougé dans les agences. Ouais. J'ai intégré à l'époque TBWA. Et là, je me suis mise à bosser comme une dingue, mais comme une dingue, et à me donner les moyens de mes ambitions, tout simplement. Et à croire en moi aussi, je crois. En fait, malheureusement, les femmes ont tendance à pas assez croire en elles. Et donc, on a besoin d'en entendre plus, parce que en vrai, on parle toujours de rôle modèle
et ça doit s'imprégner au plus jeune âge, en fait. Oui, alors moi j'avais ça à la maison, c'est pour ça que c'était sans doute encore plus compliqué pour moi, c'est que moi j'avais ce modèle-là, donc forcément j'allais être pareil. Bon, bah non, pas obligatoirement. À la fin, il faut bosser. À la fin, il faut bosser, c'est quoi comme qu'il les arrive. mecs qui sur YouTube te disent tu vas devenir riche en cliquant sur ce lien. Non, à la fin, il faut bosser. Et puis, bon, alors il y a peut-être des gens très brillants qui n'ont pas besoin de bosser, mais enfin, c'est pas mon cas. Donc oui, j'ai compris qu'à un moment, il fallait bosser pour y arriver, il fallait se donner les moyens. Et croire en soi, en fait, surtout. Et on me dit souvent, oui, mais avoir trop confiance en soi, c'est un risque. J'ai tendance à dire, en fait, le plus grand risque, c'est de ne pas avoir confiance en soi. Et pour moi, c'est la clé. Alors, peut-être parfois un peu trop, mais... Le risque, c'est de rien faire. Ouais. Et si tu n'as pas confiance, tu fais refais moins, rien, et ainsi de suite. Exactement. Donc, voilà. Alors, j'ai tenté ma transition sur les rôles modèles féminins. Quand on a lancé ce podcast il y a 5 ans, c'était le lancement du Next 40, qui est le palmarès des plus grosses startups, scale-up, menées par Bercy. Et en fait, il n'y avait qu'une femme entrepreneur. Et donc, on s'est dit comment nous, on va féminiser à notre manière notre média. Et donc, on demandait à chaque entrepreneur du palmarès de choisir une femme entrepreneur, dirigeante qu'il admire profondément et de la citer, de lui poser une question. Et des fois, on met 6 mois, 1 an, parce qu'on a quand même beaucoup d'épisodes, mais on l'a fait venir. D'accord. Et donc, je te laisse commencer à réfléchir. J'ai pas eu le temps de te le demander avant. Mais une femme entrepreneur, dirigeante, qui mériterait, enfin, que nous, on mériterait d'entendre. Alors, j'en connais une, ouais. Et je pense qu'en plus, vous la connaissez pas. Ça, j'adore. Elle s'appelle Caroline Thiebaud et elle a créé son entreprise from scratch toute seule. Et son entreprise est un croisement entre la joaillerie, la sculpture et les émotions. Et c'est hallucinant ce qu'elle a fait parce que non seulement elle crée son entreprise, mais elle crée plus qu'une entreprise, elle crée un nouvel univers. Alors j'essaie d'expliquer, son entreprise s'appelle Sympan, j'espère que je prononce bien, c'est SYMPAN. Et en fait, les Sympans, c'est des... Elle recrée pour symboliser une date, par exemple la date d'un mariage ou la date d'une naissance ou même la date d'une création d'entreprise. Elle va recréer cette date à travers une sculpture qui utilise des pierres précieuses. C'est d'une beauté incroyable. Il faut qu'on regarde pour se Donc, projeter. Donc il faut vraiment voir parce que c'est d'une beauté incroyable. Et en fait, c'est le ciel de la date, de cette date symbolique. Et c'est très beau. En fait, j'adore le côté symbolique. Et ce qui est dingue, c'est que... On sent l'émotion quand on parle. Ouais, parce que... En fait, j'ai découvert ça. Alors, Caroline, on se connaissait un peu, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et quand elle m'a montré son projet, je me suis dit, waouh, mais c'est génial, en fait, parce que je trouve que, en fait, mixer la joaillerie, qui sont des pierres précieuses, et comme elles sont précieuses, les utiliser pour symboliser un moment et une date précieux, je trouve que c'est magique, en fait. Et donc, elle l'a créé, je crois, maintenant, il y a alors ça, il faudra que je lui demande, mais il y a un peu plus d'1 an. Cécile, je t'ai promis que je livrerai toujours la fin des émissions dans les temps. Oui, il faut m'arrêter, Je te propose rapidement de lui poser une question. Tu t'adresses directement à elle, et à l'image de la question surprise que tu as eue tout à l'heure, on lui adressera. Vas-y. Vas-y, tu peux t'adresser. Ah, je peux y aller. Ouais. Alors, Caroline, ma question, c'est... ma question, c'est comment arrives-tu à, aujourd'hui, tout faire toute seule puisque c'est la question que je me suis posée quand moi, j'ai voulu créer mon entreprise. Je n'ai pas trouvé la réponse. Je sais aujourd'hui que tu es toujours un peu seule, voire toute seule. Et ma question, c'est comment tu fais toute seule. Voilà. Eh bien, la question surprise sera passée, mais sans que moi, je finisse cet échange, en te partageant les dernières questions surprises. Normalement, on a 1h30, 2 heures. Là, c'était un peu plus serré. On envoie. Vous avez un message. Dans ton parcours, quelle est la part que tu dois à ta maîtrise du karaoké? Elle m'a fait marrer, celle-là. Réponse courte, par contre. Alors, réponse très courte. Alors, ça, c'est mon partenaire de mon expérience d'avant. Donc, on a été séparés par cette histoire. Chief Creative Officer chez VML. Oui, Dimitri Gerasimov, brillant créatif. Brillant directeur de création.
En fait, je pense que... Alors, j'adore le karaoké, il le sait, donc, et effectivement, je le partage Tu aussi. chantes bien ou c'est notable de... Je chante très très faux. Je chante Mais très avec très le faux, cœur. mais avec le cœur. Non, mais Je vois très exactement. Et en fait, je trouve que le karaoké a ce côté, je libère mes émotions et je les partage. En fait, ça permet de partager et de libérer des émotions qui sont très fortes. Et donc, effectivement, chante du karaoké, même dans les entreprises par lesquelles je suis passée. Donc libérer les émotions d'un côté, Cécile, pourquoi les sports de combat? libérer les énergies de l'autre. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'il avait fait ça. Donc oui, je fais de la boxe thaï depuis 17 ans. Parce que, alors ça, c'est juste... pour moi, ça me permet de me défouler, en fait. Oui, ça libère les énergies, ça libère mon énergie. Et puis, c'est très complet comme sport. Hein. Et donc, voilà. Mental, C'est physique. Exactement. C'est les deux. Et il est très bavard, hein. Ah ouais. Dimitri. J'ai dû couper C'est vrai. Oui, en plein de c'est questions. possible. C'est possible. Et celle-là aussi, elle m'intéressait. Pour quelle raison tu n'as pas peur de te lancer dans les projets impossibles? Par exemple, faire un long métrage sur la santé mentale avec des stars mondiales pour un assureur français. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça fait partie de mes soft skills. Je n'abandonne jamais. D'abord, C'est quoi, c'était pas... On t'a dit c'est impossible. Alors, en fait, oui, ça s'appelle Groupe Thérapie. Hein, c'est un long métrage qui est produit par AXA. Jamais une marque avait fait un long métrage avant, qui est donc un long métrage sur le burn-out, mais c'est très drôle parce que c'est fait par des acteurs, par des comédiennes en anglais, mais par des humoristes. Et c'est vrai qu'on m'a dit, mais c'est impossible, c'est trop long, ça coûte trop cher, on va jamais y arriver. Et ça fait partie de mes soft skills. J'adore les projets très ambitieux et je ne lâche jamais rien, tant que j'y suis pas arrivée. La campagne dont tu es le plus fier, C'est sans doute c'est ça. celle-là. Ouais, c'est sans doute ça. Groupe Thérapie, il y a de quoi être fier. 5 ans de boulot. Hein. Et il y en a où, alors t'es pas obligé de citer la marque, mais dont pour le coup... Oh, il y en a toujours des campagnes dont on n'est pas fier, hein, parce que c'est un long chemin et c'est jamais d'ailleurs de la faute d'une seule personne, mais il y en a toujours, oui, je vais pas les citer. Et la dernière question sera d'Anne-Lise Tourcel. Hello Cécile. Alors, quelle est la dernière fois où tu t'es dit, attends, mais c'est moi qui viens de faire ça? Entre coup de génie et moment de solitude absolue. Bye. Tu sais de quoi elle parle? Moi, j'étais là. À quel moment je vais poser cette question? Elle Écoute, parle dans une précédente boîte ou chez Kantar non, alors je pense parce que elle doit me voir comme ça, je pense. Donc Annelise, c'est la DG Ouais. de Kantar, donc on travaille toutes les deux. Et d'ailleurs, on s'est choisi, ce qui est plutôt sympa quand on fait ce type de projet. Non, je pense qu'elle me voit comme ça, c'est-à-dire que je suis à la fois quelqu'un de très réfléchi et en même temps, je prends très vite des décisions. Parce que, effectivement, je pense que vaut mieux prendre une décision vite, même si elle est mauvaise, que pas prendre de décision ou réfléchir trop longtemps pour prendre une décision. Donc, je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Après, il y a eu des mauvaises décisions et il y a eu des bonnes. Il y en a toujours. Et il faut voilà. prendre plus de bonnes que de mauvaises. Et Voilà. à la fin, Oui, ou je dis toujours, quand on prend une mauvaise décision, le plus important, c'est c'est de la comprendre. de la comprendre vite et de Ouais. réagir vite. Et de pas la refaire. Et de pas la refaire. Voilà, exactement. Mais je pense que c'est à ça qu'elle fait référence. Cécile, au troisième top, tu seras la CEO de Kantar France depuis 1 an, 1 mois, 2 heures et 1 minute. Top, top, top. C'était top. Merci à toi. Merci. Et merci à vous d'être restés Merci. jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.